Bonsoir, bienvenue sur Euronews et merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous avec l'actualité. Tout de suite, on regarde les titres de ce lundi 27 mai. Les élections européennes ont accouché d'un Parlement plus fragmenté après la poussée des partis eurosceptiques et la nette progression des écologistes et des libéraux. Quels enseignements peut-on tirer de ce scrutin? Analyse dans ce journal. À la une également, Renault va-t-il succomber à la proposition de fusion de Fiat Chrysler? Le géant de l'automobile italo-américain veut donner naissance au troisième constructeur mondial. Et puis le toit du monde est-il en train de devenir une autoroute? L'Everest fait toujours autant rêver, mais la trop forte fréquentation met en péril les alpinistes. Les précisions dans ce journal. Les grands partis dominants, traditionnellement le Parlement européen, ont subi des pertes importantes lors du scrutin dimanche. Mais la poussée populiste de droite a été limitée. Les écologistes et les centristes libéraux enregistrent de leur côté une nette progression. Raphaël Vivant. L'épilogue du processus électoral en Europe, la désignation des 751 députés européens qui siégeront au sein du Parlement pour les 5 prochaines années. Et ce qui en ressort, c'est l'affaiblissement des deux grandes familles traditionnelles, les sociodémocrates et les conservateurs du Parti populaire européen mené par Manfred Weber, qui reste la principale formation. A l'inverse, les libéraux et les écologistes gagnent des sièges et on note une progression contenue des populistes et des eurosceptiques. Plus de 420 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes et la moitié s'y est effectivement rendue. S'ouvre donc à présent une période de tractation pour former une coalition et s'entendre sur les principaux postes. Le sommet européen de mardi soir s'annonce animé. Pour parler du résultat de ces élections européennes, on retrouve Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et internationales. Bonjour. Bonjour. Quels sont les grands enseignements à tirer de ces élections ? Alors, le premier grand enseignement, c'est qu'il n'y a pas eu la vague populiste de droite, d'extrême droite qui avait été annoncée. Certes, il y a une progression de ces forces dites nationalistes, mais ils ne sont pas en mesure d'emporter une majorité au Parlement européen. C'est ce que l'on craignait. Alors, en plus de cela, il va y avoir des difficultés pour constituer des groupes d'extrême droite. Donc, ils ne sont pas en situation d'influer pour l'heure sur le Parlement et la majorité du Parlement européen. Ça, c'est le premier enseignement qu'il faut tirer. Le second enseignement, c'est quand même, on assiste à un affaiblissement de certains partis traditionnels, notamment la démocratie chrétienne, la CDU d'Angela Merkel, et qui, concomitamment, et c'est le troisième enseignement, voit une progression extraordinaire des Verts, des écologistes, ce qui montre qu'aujourd'hui, il y a une vraie préoccupation des citoyens de l'Union européenne en ce qui concerne l'environnement et l'écologie. Et enfin, last but not least, comme disent les Anglais, c'est le niveau de participation. Les citoyens de l'Union européenne ont pris conscience que cette Europe devait continuer et qu'elle devait continuer en respectant ses propres valeurs alors qu'elle est aujourd'hui menacée à la fois par la Russie, par la Chine, mais également par l'hostilité croissante de Donald Trump à l'égard de l'Union européenne. À quoi va ressembler le nouveau Parlement européen ? Alors, il est vrai que ce Parlement européen, compte tenu de l'épuisement de certains partis traditionnels, va être extrêmement éparpillé en voies politiques. Notamment, aucun des deux grands partis politiques n'aura la majorité, mais même cumulés à eux deux, c'est-à-dire les socialistes, sociodémocrates et la droite démocratique classique, cumulés, n'auront pas la majorité de 376 voix au Parlement européen, ce qui veut dire que des groupes charnières vont devoir intervenir. Il y aura des majorités de circonstances et de compromis sur les différents textes en discussion au Parlement européen. Il faudra compter avec les centristes et libéraux, l'ALDE, le groupe que les députés macronistes veulent rejoindre naturellement, mais également les Verts qui voient leur représentation augmenter compte tenu de leur score dans plusieurs pays, on vient de le dire, en Allemagne, mais aussi en France et en Irlande. Donc, on aura un Parlement européen où il n'y aura pas de majorité évidente, ce qui nécessitera une majorité de compromis sur des textes qui seront déposés, avec, il faut le mentionner, effectivement, une capacité de nuisance des partis populistes, notamment il y a la Ligue de Matteo Salvini et le Rassemblement national de Marine Le Pen qui devraient se rassembler pour former un grand groupe politique. Alors justement, à quoi on doit s'attendre pour la désignation du futur président de la Commission européenne et de tous les grands postes de l'Union européenne ?
Alors, il va y avoir une sorte de marchandage de négociation. Vous savez que Manfred Weber, qui avait été désigné comme tête de liste du Parti populaire européen, de la droite classique, a été désigné. C'est le candidat d'Angela Merkel, mais tout le monde ne le voit pas de cette façon. Et par conséquent, cette notion même de Spitzenkandidat ne recueille pas l'accord d'Emmanuel Macron, qui verrait bien un autre candidat ou une autre candidate, n'est-ce pas? Car certains réclament qu'une femme soit à la tête de la Commission européenne, ce qui veut dire que demain, au Conseil européen, eh bien, il va y avoir une négociation. Certains parlent également de M. Timmermans, qui finalement a fait un bon score dans son propre pays, et les socialistes ne s'écroulent pas, contrairement à ce qu'on avait dit. D'ailleurs, Emmanuel Macron va rencontrer tout à fait prochainement Pedro Sanchez, le Premier ministre socialiste. Mais on parle également de Mme Vestager, qui est commissaire et a été commissaire européenne à la concurrence, et qui fait partie de ce groupe ALDE, des centristes et des libéraux, et qui pourrait être constituer une sorte de candidate de compromis. Patrick Martin-Genier, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous. En Belgique, les élections européennes étaient couplées ce dimanche avec des élections législatives. Les résultats montrent un pays plus fracturé que jamais entre nord et sud. Les explications de Stéphanie Morbois. La Belgique semble plus fracturée que jamais au lendemain des élections législatives. Certains quotidiens n'hésitent pas à titrer sur les deux Belgiques qui se dessinent désormais. Au nord, la Flandre, qui a voté encore plus à droite. Au sud, les francophones de Wallonie, qui soutiennent clairement la gauche. Mais ce scrutin a surtout montré que jamais les extrêmes n'avaient recueilli autant de députés à la Chambre. 18 pour le Vlaams Belang, le parti d'extrême droite, et 12 pour le PTB d'extrême gauche. Les partis traditionnels, eux, sont tous en net recul. Je m'attendais à ce résultat, en particulier avec tout ce qui s'est passé l'année dernière où il y avait beaucoup de divisions au sein du gouvernement. Je crois que ça va être très difficile parce qu'il y a beaucoup de gens aux opinions différentes, en particulier au sud de la Belgique. Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux pays sous un seul drapeau. Ils devraient faire comme ça, un pays confédéral avec une partie au nord avec ses propres opinions et la partie sud. Garder un seul pays mais relayer l'opinion de chacun. Je trouve ça dommage qu'on soit le même pays et qu'on ait autant des idées différentes. Moi, ça me rendait triste. Effectivement, j'ai vu qu'en Flandre, c'était très différent, mais ouais, j'aurais espéré que Groen gagne plus de voix, quoi, mais voilà. Selon certains analystes, il revient désormais au roi Philippe de réduire la fracture nord-sud en lançant le processus des négociations entre chefs de parti néerlandophones et francophones. C'est une première dans l'histoire politique de l'Autriche. Son chancelier Sebastian Kurz vient d'être renversé par le Parlement à l'issue d'une motion de censure. Un vote qui intervient 10 jours après un scandale qui a fait voler en éclats sa coalition avec l'extrême droite et Tanadji. Sa victoire éclatante aux élections européennes n'aura pas suffi. Sebastian Kurz, le chancelier autrichien, n'a pas survécu à une motion de censure votée au Parlement. Les suites du scandale de l'Ibiza-Gate, une affaire de corruption impliquant son ancien allié et vice-chancelier, elle a fait voler en éclats sa coalition avec l'extrême droite. Il y a quelques jours, le but était de m'écarter en tant que chancelier, ce qui est peut-être tactiquement compréhensible. Mais renverser un gouvernement entier quelques semaines avant une élection, c'est quelque chose que personne dans ce pays ne pourrait comprendre. Le FPO a multiplié les attaques contre Sebastian Kurz depuis que l'affaire a éclaté le 17 mai. Sans grande surprise, il s'est rangé du côté des sociodémocrates pour l'évincer. Des transactions irresponsables avec l'État ne provoquent que de la méfiance. Monsieur le chancelier, vous et votre gouvernement n'avez plus la confiance des sociodémocrates. Celui qui se présentait comme le garant de la stabilité du pays devient le premier chancelier à être renversé. Selon un dernier sondage, la majorité des Autrichiens était favorable à son maintien. En Roumanie, de la prison ferme pour l'homme fort du pouvoir, Liviu Dragnea, était poursuivi pour détournement de fonds publics. Les précisions d'Anis Fantino.
De la campagne électorale à la case-prison, il n'y a qu'un pas que devrait franchir Liviu Dragnea d'ici quelques heures. En Roumanie, le chef de file de la gauche au pouvoir a été condamné ce lundi à 3 ans et demi d'emprisonnement pour détournement de fonds publics à l'issue de son procès en appel. Déjà condamné pour fraude électorale, le responsable du Parti social-démocrate tente depuis des mois d'obtenir un assouplissement des lois anticorruption, mais les électeurs roumains viennent d'infliger un revers à sa formation politique lors des européennes. Il devait aussi se prononcer sur un référendum organisé par le président libéral, destiné à désavouer les réformes judiciaires du gouvernement de gauche et dont les résultats sont attendus ce lundi. Conjuguer leurs forces pour donner naissance à un géant pesant plus de 30 milliards d'euros en bourse. C'est la proposition du groupe Chrysler Fiat à Renault. Cette fusion pourrait chambouler l'industrie automobile mondiale. Regardez. Les géants de l'automobile Fiat Chrysler et Renault en négociation pour un éventuel projet de fusion. Et c'est le constructeur italo-américain qui est à l'initiative. Dans une lettre d'intention adressée au groupe français, il propose une fusion à 50-50 des deux entreprises. Objectif de Fiat Chrysler, donner naissance au troisième constructeur mondial, avec un volume de vente annuel de 8 700 000 véhicules et un chiffre d'affaires de 170 milliards d'euros, plaçant ainsi le groupe en concurrence directe avec les deux leaders du secteur Volkswagen et Toyota. Le conseil d'administration de Renault étudie actuellement l'offre de Fiat Chrysler. Les partenaires japonais Nissan et Mitsubishi devraient aussi être consultés. De son côté, l'État français s'est dit favorable à une telle alliance, mais reste vigilant sur les conséquences, notamment en termes d'emploi et de localisation industrielle. Le gouvernement souhaite également que cet éventuel rapprochement se fasse dans le cadre de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. En France, un homme de 24 ans soupçonné d'être l'auteur de l'attentat au colis piégé qui a fait 13 blessés légers vendredi à Lyon a été interpellé ce lundi. Au total, 4 personnes sont actuellement en garde à vue. Fleur Martins. Après 3 jours de traque dans la région lyonnaise, 4 personnes ont été arrêtées. Un homme de 24 ans soupçonné d'être l'auteur de l'attentat au colis piégé a d'abord été interpellé aux abords de ce square. Selon le maire de la ville, Gérard Collomb, il s'agirait d'un étudiant en informatique qui a été arrêté dans le calme à la sortie d'un bus. Une deuxième personne a été interpellée dans le cadre de l'enquête. Il s'agirait d'un lycéen, membre de l'entourage du premier suspect. La mère et le père de ce dernier ont également été arrêtés. Samedi soir, la police avait diffusé des clichés du principal suspect qui a déposé le colis piégé devant une boulangerie du centre-ville. Mais l'homme restait toujours introuvable à la fin du week-end avant d'être finalement arrêté ce lundi matin. Survenu près de la place Bellecour dans une rue très fréquentée, l'explosion a fait 13 blessés légers. Les motivations du poseur de bombes restent encore inconnues et l'attaque n'a pas été revendiquée à ce stade. 10 personnes ont perdu la vie cette année en tentant d'atteindre le sommet de l'Everest. C'est l'une des conséquences d'une ascension très prisée. Le Népal et la Chine sont appelés à réduire le nombre de permis de grimper. Pierre Michaud. C'est devenu l'autoroute du sommet. L'ascension de l'Everest rassemble chaque année plus de passionnés, alpinistes avertis comme amateurs inexpérimentés. Une file ininterrompue de candidats aux émotions fortes qui inévitablement provoquent des embouteillages. Ces bouchons que craignent par-dessus tout les Sherpas, les guides locaux et qui épuisent les réserves d'oxygène indispensables aux grimpeurs. À l'hôpital nordique de Katmandou, les Himalayistes en détresse se succèdent. Amisha Chouane s'est retrouvée bloquée sur la route du sommet. Secourue à temps, elle soigne des gelures sévères aux mains et aux pieds. On avance sur une file et on doit croiser celle qui descend. Parfois, on n'a même pas la place de s'assurer et on risque la chute à tout moment. J'ai dû attendre que le trafic diminue pour pouvoir descendre. Avec moins de monde, je n'aurais pas eu toutes ces blessures. Amisha et d'autres spécialistes appellent le Népal et la Chine à réduire le nombre de permis de grimper. La prolifération d'agences bon marché explique le phénomène. On dépassera cette saison les 800 personnes ayant visité le toit du monde.
Cette année, on dénombre également 10 décès en cours d'ascension, un bien triste record qui rappelle que la haute montagne n'autorise aucune erreur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, plus d'infos sur Euronews. Excellente soirée à tous et à demain.